Chapitre 2. La vie reprit tout juste comme avant, enfin presque comme avant, car en réalité il y avait de petites différences. Égareth, par exemple, ne se sentait plus si bien dans sa peau depuis quelque temps, et sur la dune il y avait eu des changements. Jeanne, la fermière la plus proche, était partie. Elle avait été remplacée par un étranger long comme un jour sans pain, pâle et maigre, avec lequel Égareth entretenait, comme il se doit, de bonnes relations de voisinage. Pourtant, Jeanne était très fâchée contre Égareth lorsqu'elle avait quitté l'Anglade. Mais ce n'était pas la faute d'Égareth, au contraire. Un jour, Jeanne était entrée chez lui en criant bien fort contre l'étranger qui lui avait pris sa maison. Elle voulait qu'Égareth se souvienne des gros sous qu'elle avait mis devant lui sur la table de l'ancien propriétaire pour acheter la ferme. Égareth, en effet, avait vu ses sous passer du porte-monnaie de Jeanne à celui du vieux, et s'il avait oublié d'en parler au juge, c'est simplement parce qu'il n'avait pas bien entendu ce que Jeanne attendait de lui. Et c'est uniquement parce qu'il en avait été prié qu'il avait répété aux gendarmes toutes les injures que Jeanne avait dites au nouveau voisin. D'habitude, Égareth n'était pas bavard. D'ailleurs, il avait expliqué à Jeanne qu'au fond, il ne lui voulait aucun mal, mais elle, avec sa mauvaise tête, elle n'avait rien voulu comprendre. Maintenant, l'étranger était installé dans la ferme de Jeanne. Il avait pu convaincre le juge que cette ferme lui appartenait par héritage. Heureusement, c'était un homme poli et convenable, sur lequel il n'y avait rien à dire. Dans la semaine qui suivit le départ de Jeanne, une nuit, il y eut des bruits sourds contre la porte d'Égareth. C'était le vent, certainement. Il gémissait, il appelait. Viens m'aider, Égareth, ouvre-moi. Égareth, Égareth, on me vole mon gréement. Prête-moi papillon, je rattraperai le voleur. Égareth, Égareth, ouvre, je l'ai reconnu, c'est. Égareth, il course dans la dune avec une vieille charrette. C'est bien lui, Égareth. Égareth, Égareth. Mais Égareth avait tiré sa couverture sur sa tête et le vent était parti pleurer ailleurs. C'est depuis cette nuit-là que Mathurin ne regardait plus Égareth. Après, il y avait eu l'affaire du coffre avec Jean-Pierre, celle du courrier avec Loïc et celle de la vache grise avec Perrine. À y regarder de près, toutes ces histoires n'avaient pas beaucoup d'importance. Et puis, lorsqu'il lui arrivait d'y penser le soir, Égareth se disait que Jeanne, Mathurin, Perrine, Loïc et Jean-Pierre avaient bien des défauts. Pour se remonter le moral, il se remémorait les défauts de Jeanne et de Mathurin, de Perrine, de Loïc et de Jean-Pierre. Il les énumérait soigneusement, les classait dans sa tête et ensuite il pouvait aller se coucher tranquillement. Certains soirs, le voisin l'invitait à passer la soirée chez lui, et dans ce cas, il y avait presque toujours une bonne bouteille qui l'attendait. Oui, la vie était presque comme avant, avec en plus quelques petits inconvénients, et des incidents curieux, comme celui de cet après-midi quand Loïc était venu crier par-dessus la palissade. Tu es devenu sourd, Égareth. Égareth n'était pas sourd, puisqu'il avait bien entendu Loïc, mais pourtant cette petite phrase lui avait fait un drôle d'effet. Elle l'avait poursuivi tout le reste de la journée et l'avait empêché de trouver le sommeil la nuit venue. Fatigué de se tourner et de se retourner dans son lit, Égareth s'était décidé à sortir prendre le frais sur la dune. Il avait marché longtemps au clair de lune, sur le sable dur découvert par la marée basse. Arrivé à la hauteur d'une vieille épave aux trois quarts enfouie dans le sol, il s'était arrêté pour se reposer. Sans doute avait-il dormi un instant, car lorsqu'il rouvrit les yeux, la lune n'était plus à la même place, et les rares nuages qui glissaient tout à l'heure vers le sud étaient tout à fait disparus. Dans la lumière douce de cette belle nuit, une petite silhouette se détachait tout au bord de l'eau du côté de l'Anglade. Qui d'autre pouvait donc se trouver sur la dune à cette heure? Un vacancier peut-être? L'allure du personnage n'était pas du tout celle d'un langlandier. Égareth se dirigea vers le promeneur. Au fur et à mesure qu'il s'en approchait, son étonnement grandissait. L'homme qui marchait sur la plage était élégamment vêtu, mais de façon désuète. Il était coiffé d'un canotier, portait un habit noir, une écharpe de soie blanche, et faisait tournoyer avec désinvolture une canne à pommeau. Plutôt petit, il était très alerte et semblait avoir sauté à pieds joints d'un ancien album de photos de famille. À son tour, il s'approcha d'Égareth.
Son attitude paraissait bienveillante, mais ses yeux pétillaient de malice. Il sourit en caressant sa fine moustache et sa barbiche en pointe. Bonne nuit, Garec, dit-il. Bonne nuit, monsieur, répondit Garec. Pardonnez-moi, je vois que vous me connaissez, mais je n'ai pas le souvenir de vous avoir rencontré. Je sais, répondit, toujours souriant, le petit homme à la barbiche. Mais c'est normal, tu ne peux pas me connaître, puisque je suis un fantôme. Voilà plus d'un an qu'Égarec ne s'étonnait plus de rien. Il demanda poliment un fantôme, comme le chien aux yeux flamboyants. L'inconnu rit. Non, pas comme le chien aux yeux flamboyants. Celui-là est une vieille connaissance, mais je vais te faire un aveu, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Ah, dit Égarec, qui ne comprenait pas très bien le sens de cette phrase. Le petit homme poursuivit. Moi, je suis un fantôme paisible, un rêveur. Assieds-toi, je vais te raconter mon histoire. Et sans plus de façon, il releva son habit et s'assit sur le sable. Égarec l'imita. Autrefois, je me suis beaucoup promené dans l'archipel. Je venais souvent à l'Anglade et à Miquelon, et surtout, j'ai passé des heures délicieuses sur cette dune. J'y avais des amis, fermiers comme toi, et je leur rendais visite le plus souvent possible. Je savais tout de la dune. La brume, les épaves, les moustiques, les petits chevaux, les fraises, la mer de l'Est et la mer de l'Ouest, et le bar à choix. Tout, hormis le plus dur de l'hiver et le travail rude des gens qui y vivaient. Car moi, j'étais un monsieur, un personnage important. J'étais le juge de la colonie, et ma maison se trouvait naturellement à Saint-Pierre. Bah, maintenant mon état de fantôme m'a rendu plus modeste, et je sais que la justice que je tentais de servir alors n'était qu'une toute petite justice, celle que l'on écrit avec un J majuscule, non, plutôt minuscule. L'autre n'est pas vraiment l'affaire des juges. À vrai dire, je m'en doutais déjà un peu de mon vivant, et ce métier-là ne m'intéressait pas tellement. Ce que j'aimais, c'était ma plume, mon papier et ma muse, comme on disait dans ce temps. J'écrivais bien, tout le monde le reconnaissait, même ceux qui ne m'aimaient pas. Mon vrai sujet d'orgueil, c'était les livres que je faisais paraître. On en parlait quelquefois autour de moi, comme d'opuscules charmants, et je l'avoue, il m'arrivait de penser que c'était leur accorder trop peu d'importance. Ce n'est pas tout. Il y avait encore autre chose dont je tirais secrètement vanité. Lorsque j'étais jeune homme, à la fin de l'empire de Napoléon III, je vivais à Paris. J'étais alors l'ami de plusieurs écrivains célèbres. Mon ami Jules, c'était Barbey d'Aurevilly, et Alphonse s'appelait Alphonse Daudet. Et puis j'en connaissais d'autres que tu ne connais peut-être pas, mais qui ont leur place dans le dictionnaire. Parfois, il m'arrive encore de rencontrer ce pauvre Daudet. Nous échangeons quelques bons souvenirs en toute simplicité, car je suis bien débarrassé aujourd'hui de cette petite fierté qui encombrait mon amitié. Le petit homme fit tournoyer sa canne, comme pour chasser un brin de nostalgie qui passait par là, et il reprit. Ne va pas t'imaginer pour autant, Égarec, que lorsque j'étais vivant et que je déambulais dans les rues de Saint-Pierre, j'arborais un air plein de suffisance et de gravité. Pas du tout. J'étais joyeux et aimable, j'aimais le bal, la danse, le patinage et les pique-niques. Malheureusement, j'étais aussi, du moins je le croyais, un citadin savant déplacé dans un village, un homme si supérieur à la moyenne, avec un passé si glorieux, que pendant les 28 ans que j'ai passés dans ces îles, je m'y suis cru en visite. Ou plutôt, j'ai cru que je m'y croyais en visite. Mais qu'est-ce que ça veut dire demanda Égarec, qui avait écouté jusqu'alors avec la plus grande attention. Cela veut dire, reprit le petit homme, que je me trompais sur moi-même. En réalité, ces misérables rochers m'étaient si chers qu'ils étaient devenus mon vrai pays. Je ne m'en suis rendu compte que trop tard, lorsque je suis rentré en France, où je suis vite mort d'ennui. Mort pour de bon? Bien sûr, mort pour de bon. Le fantôme que tu as rencontré cette nuit erre sur les lieux qu'il a aimés parce qu'il n'a pas su s'y attacher de son vivant. C'est pour cela que je reviens chaque fois que je le peux, le plus souvent à la faveur de la nuit, mais quelquefois aussi par temps de brume. Tiens, toi par exemple, c'est dans la brume que je t'ai rencontré la première fois. Tu ne sortais jamais la nuit à cette époque. Autrefois, dit Égarec pensivement, je dormais toujours très bien. Le juge répondit doucement. C'est normal, tu ne dors plus que d'un œil. Et puis tu n'es plus très heureux. Égarec soupira. Je crois bien que c'est vrai. Il me semble même que j'aime moins Papillon.
Si tu le veux, dit le juge, je peux te rendre la mémoire. Égarec le regarda étonné. Mais je n'ai pas perdu la mémoire. Crois-tu cela? Je n'en suis pas si convaincu. Viens plutôt voir quelque chose avec moi. Les deux hommes, le fantôme et le vivant, reprirent leur marche sous la lune. La mer était encore suffisamment basse pour que le sable mouillé soit ferme sous leurs pieds. Égarec remarqua qu'aucune empreinte ne marquait sur le sol le passage de son compagnon. Ils marchaient cependant tous deux du même pas rapide, comme s'ils avaient hâte d'arriver à destination. Le juge s'écarta du bord de l'eau et entraîna Égarec vers l'emplacement de l'ancien cimetière de la dune. Lorsqu'ils furent arrivés au pied de la croix, le juge s'arrêta et demanda à Égarec: « Sais-tu qui a été enterré là ?»« Des gens de l'Anglade, répondit Égarec, et quelques naufragés. » Égarec n'aimait pas spécialement les cimetières, mais même en pleine nuit, il ne l'impressionnait pas. Là, dit le juge en désignant de son canotier un morceau de bois blanchi et fendillé, là, on a déposé un jour un petit mousse. Il était arrivé sur le plein comme un vieux paquet enroulé dans une toile grossière. Le langladier qui l'a ramassé avait fait plus de 30 campagnes de grande pêche. Il avait vu immerger bien des malheureux, morts en mer de maladie ou d'accident, et il pensa qu'on avait dû faire une petite prière avant de jeter le corps à la mer. Puisque cette formalité était faite, le mieux était d'enterrer sans plus tarder ce cadavre dont la mère n'avait pas voulu. Il alla chercher de l'aide et on apporta le mousse ici. Ce qu'on ne savait pas, ce que quelqu'un sait pourtant aujourd'hui sur la dune, c'est que le petit mousse n'était pas mort lorsqu'on l'a attaché dans la toile et jeté à la mer. Il était assommé et blessé, mais vivant. Et il n'y eut pour lui ni prière, ni équipage rassemblé, ni compassion d'aucune sorte. Le petit mousse a été jeté à la mer avec pour toute bénédiction un grand coup de pelle sur la tête. Égarec était devenu tout pâle. Il revit soudain la goélette, les deux rameurs, le corps du garçon que l'on traînait sur la plage. Il revit surtout le grand maigre avec son long couteau qui s'approchait de lui. Et ce grand maigre avait les yeux, le nez, la bouche, les cheveux de son voisin. « Est-ce possible ?» murmura-t-il. « Est-ce possible que ce soit le même homme ?» « C'est tout à fait possible, acquiesça le juge. Ton voisin est aussi ce capitaine assassin qui autrefois a pris ton œil gauche et tes oreilles pour les remplacer par un œil et des oreilles qui sont tout à son service. Souviens-toi du vent qui soufflait bizarrement autour de ta maison une certaine nuit de mars. Les rafales ressemblaient à des paroles d'homme. Pourquoi n'as-tu pas reconnu alors la voix de Mathurin ? Tu aurais dû te lever, l'aider à rattraper le gredin grand et maigre qui courait sur la dune avec le gréement volé. Et Jeanne, cette pauvre Jeanne chassée de sa maison, pourquoi ne l'as-tu pas entendue lorsqu'elle t'a demandé ton aide? Tu le savais pourtant qu'elle avait vraiment acheté sa ferme. Et où étais-tu quand ton voisin a installé près de sa cheminée le beau coffre de Jean-Pierre? Je vais te le dire où tu étais. Tu étais là, justement, face au grand coffre grand ouvert. Ton voisin prenait tout son temps pour faire disparaître très soigneusement le nom écrit à l'intérieur du couvercle. Et toi, tu ne voyais rien. Tu sais lire pourtant. Tu aurais pu le lire 100 fois ce nom si tu avais voulu. Ou plutôt, si tu avais seulement pensé un instant à fermer ton œil gauche. Mathurin, Jeanne, Jean-Pierre, ils m'aimaient bien tous avant, dit tristement Égarec. Loïc aussi t'aimait bien. Et pourtant, lorsqu'on t'a confié pour lui une enveloppe contenant un beau billet tout neuf, tu as si bien mal entendu le nom du destinataire que tu as remis l'enveloppe à ce misérable qui avait déjà volé le gréement du Doris de Mathurin, la maison de Jeanne et le coffre de Jean-Pierre. C'est vrai, même Loïc ne me parle plus. Ce matin, je l'ai rencontré. Il bavardait avec Perrine et tous deux m'ont regardé méchamment. Mais pourquoi Perrine? Qu'est-ce que je lui ai fait à Perrine? Oh, rien. Mais il fallait vraiment que tu dormes sur tes deux oreilles la nuit où sa vache grise a disparu, pour ne pas avoir entendu la pauvre bête meugler à mort dans l'étable du voisin. Égarec était accablé. J'étais si sourd que cela, aussi sourd que cela, et en même temps beaucoup moins, car tu as bien entendu les injures de Jeanne, les accusations de Mathurin et de Perrine, et les soupçons de Jean-Pierre. Tu as su répéter tout cela sans en oublier une parole, et même je crois bien que tu en as rajouté. J'ai cru bien faire, gémit Égarec. Bien sûr. D'ailleurs, ce n'était pas de ta faute, mais celle de ton maudit voisin qui commandait toutes tes actions. Et de ces mauvaises oreilles que tu as maintenant. Égarec s'écria.
Il faut absolument que je retrouve le paquet qui contient mes vraies oreilles et mon œil gauche. Tout seul, je n'y arriverai pas, mais avec vous, je suis sûr que c'est possible. » Le petit juge ne répondit pas. Il se remit à marcher. Égarec, qui n'osait plus parler, le suivit longtemps, plein d'espoir. Ils firent en sens inverse le chemin qu'ils avaient pris tout à l'heure. Enfin, le juge s'arrêta, et il parla à Égarec, tout en écrivant sur le sol de la pointe de sa canne. « Quand tu auras trouvé le moyen d'empêcher le vent et la marée montante d'effacer mon nom sur le sable, ce jour-là seulement je pourrai t'aider. » Sur ces mots, il disparut brutalement. Égarec se frotta les yeux. À l'emplacement où se trouvait le petit homme en costume noir, il n'y avait plus rien, rien que la mer, la plage et quelques lettres inscrites sur le sable. Égarec se pencha et lut « Maurice C ». Mais une vaguelette arriva qui effaça l'inscription. Sur la crête de la dune, la silhouette d'un petit cheval noir se détacha. C'était Papillon, qui revenait pour chercher son maître.